Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'aigle. Je suis Dark Jacket. Et ceci est le Weeblycast numéro 14, les amusements belliqueux. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la 7ème histoire de la saison 6 de la série classique Doctor Who, The War Games. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce mois-ci, de ce podcast, nous aurons un résumé de la part de l'aigle, je vous parlerai de l'équipe de production. Le dossier sera à propos de la saison 6B, et cette mystérieuse saison 6B. Les trivia nous seront donnés par Dark Jacket. Les paramédias, nous parlerons donc de cette saison 6B en paramédias et nous donnerons notre avis sur l'histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team ou sur le forum. Et sans plus attendre, jouons à la guerre. C'est parti ? Vous êtes vraiment sûr ? La toute dernière histoire de tellement de choses ? Vraiment ? Attends, excuse-moi, mais je te corrige, c'est pas seulement la toute dernière histoire, c'est juste la meilleure histoire. Ouais, mais c'est la toute dernière histoire de plein de choses. La toute dernière histoire de la saison 6, mais c'est la toute dernière histoire de Zoé, de Jamie, du second docteur, mais encore plus énorme, la toute dernière histoire en noir et blanc. Ça fait 5 trucs pour laquelle c'est la toute dernière. Ouais. Et pour fêter ça, la BBC nous a offert une dernière histoire en apothéose, 10 épisodes qui en montrent toujours plus sur son univers. Brisons un peu de mystère autour du Docteur avec The War Games. Le Docteur et toute la troupe arrivent en pleine Première Guerre mondiale, directement dans le No Man's Land et très proche des affrontements. Ils rencontrent une infirmière britannique et se font capturer par les Britanniques. Ils y rencontrent le lieutenant Casters, mais sont accusés d'espionnage. Ils doivent alors subir un procès, mais il est vraisemblablement truqué. Pire encore, les soldats semblent sous hypnose, et s'ils émettent un avis différent du général, ce dernier a la capacité de soumettre leur esprit à sa volonté grâce à ses magnifiques lunettes. Après ce qui semble être une parodie de procès dans lequel aucun des accusés ne peut se défendre, ils sont envoyés en prison en attendant leur exécution le lendemain. Heureusement, Zoé sauve le docteur et ils partent récupérer Jamie. Les choses se gâtent alors, le général semble utiliser une technologie qui n'est pas de son temps pour communiquer à ses supérieurs. Il est même en possession de ce qui serait de toute évidence un TARDIS. Encore plus incroyable, après avoir traversé un brouillard, les protagonistes se retrouvent à une époque et un lieu différents, dans la Rome antique. Mais ils verront aussi ou entendront parler de la guerre de sécession, de la guerre de Crimée, de la révolution mexicaine. Comment est-ce possible ? Il semblerait qu'il n'y ait pas un, mais plusieurs champs de bataille. Comment est-ce possible de voyager dans le temps et l'espace à ce point ? Quel est ce brouillard ? Quelle est la technologie utilisée par les généraux du coup ? Puisqu'il semblerait qu'il y en ait 2 pour chacun de ces endroits, un dans chaque camp. Comment ont-ils obtenu des TARDIS ? Les réponses ne se font pas vraiment attendre. Les généraux sont en réalité membres d'une organisation d'une race extraterrestre. Ils se sont alliés avec le chef de guerre, le War Chief, qui ne serait autre qu'un membre de l'espèce du docteur, dont on ne connaît pas encore le nom. Ce dernier les aurait fournis en technologie de voyage dans le temps et l'espace, et ils sont tous dirigés par le Warlord, le seigneur de guerre, qui est lui un membre de la même espèce que les généraux. Tous ensemble, ils planifient un plan monstrueux à très grande échelle. Ils enlèvent des individus terriens partout dans l'espace, dans le temps et l'espace de la Terre, pour les réunir dans ces lieux qui n'est donc pas la Terre. Pour avoir une armée de soldats des plus dociles, pour avoir la meilleure armée possible pour conquérir la galaxie. C'est compliqué. Pour ce faire, ils n'utilisent pas seulement la technologie de voyage dans le temps, mais aussi celle de contrôle des foules, mise en place par des scientifiques de la même espèce que les généraux. Elle se révèle être très fonctionnelle, bien que temporaire pour les individus les plus rebelles ou solitaires. Le docteur et Zoé ont tenté de s'infiltrer, mais se sont fait repérer par le chef de guerre qui a bien reconnu le docteur. Très vite, les généraux se méfient du chef de guerre pour avoir potentiellement rapporté chez eux un membre de son espèce, peut-être un espion. Le chef de guerre, de son côté, essaye d'avoir le docteur avec lui. Il lui fait part de ses plans de trahir le groupe avec lequel il est pour prendre le contrôle, ce qui n'est pas très malin vu qu'il pourrait être écouté, et dans la foulée, exécute le pire coup stratégique de l'histoire quand il place le docteur de force dans l'équipe auprès du seigneur de guerre.
Pourquoi pire coup? Tout simplement parce qu'il n'est absolument pas dit que le docteur veuille les aider, au contraire, et que s'il les trahit, le chef de guerre meurt avec le docteur. Donc bien vu. Il faut que je mange ta reine avec ma reine, même si je la perds juste derrière, bien vu. On n'est pas loin. Du côté des humains, la rébellion se met en marche, et les protagonistes réussissent à former une grande armée, avec presque tous les régiments rebelles des différentes époques. C'est un petit peu avant ça, à l'épisode 6 pour être exact, j'ai vérifié, qu'on entend pour la toute première fois le nom de Time Lord. Ça y est, on sait à quelle espèce appartient le docteur à présent. Fait étonnant, le War Chief a reconnu le docteur, alors même qu'il a changé son apparence au moins une fois, et qu'il le dit en plus. Et on est bien avant que Russell T. Davies nous raconte que les Time Lords, c'est comme des chiens, ils se sentent entre eux. Il n'a d'ailleurs pas dit qu'ils pouvaient savoir qui était en face d'eux, mais juste leur permettre de savoir si c'est un Time Lord ou non. Donc, allez, on sait pas comment ça se passe, on sait pas. Pour l'époque, le War Chief a juste reconnu le docteur, parce que voilà, peut-être le style. Finalement, après avoir fait semblant de trahir l'armée rebelle, le docteur n'a qu'un seul choix pour résoudre la situation. Pour arrêter tout ça, les seuls à avoir les capacités de ramener tout le monde là où ils veulent, ce sont les Time Lords eux-mêmes. Le chef de guerre est révélé dans son complot pour prendre le contrôle par un général qu'il a justement mis en écoute. Il le descend, mais c'est trop tard. Le seigneur de guerre sait. Le docteur fait alors appel aux Time Lords, mais sait qu'il devra faire juste après. Il est un peu en infraction, lui aussi, face aux Time Lords, avec les lois des seigneurs du temps, notamment leur politique de non-intervention. Le chef de guerre tente de fuir, mais est rattrapé par le seigneur de guerre. Ça fait beaucoup de trucs de guerre, hein. Et essayant quand même, il est salement exécuté. Au vu de ça, au vu de la manière dont c'est fait, aucune régénération possible, je pense. C'est ce qui est communément admis. Après, pourquoi pas? Après tout, un corps de Time Lord peut rester cliniquement mort des semaines avant que la régénération se déclenche. Et on n'est pas trop sûr de s'il s'est fait réellement tuer avant déclenchement ou non. Mais ce n'est pas très important, car son corps est emporté et on ne le reverra plus jamais. Pendant ce temps, le docteur a le temps d'envoyer un fax au Time Lord qui ne tarde pas d'arriver avec les trompettes. Et après discussion, Jamie, Zoé et le docteur repartent tous dans le TARDIS, ce qui n'était pas gagné à la base. Enfin, du moins, ils essayent, car les seigneurs du temps ne veulent pas les laisser repartir. Et même après être entrés dans le TARDIS et être partis dans le vortex temporel, les Time Lords les rattrapent et les forcent à atterrir sur sa planète natale, dont le nom n'est pas encore donné. Là-bas, il doit témoigner au procès des seigneurs du temps, qui interviennent à cause de l'ampleur de la situation, et du fait que leur propre technologie fut utilisée, ainsi qu'à cause du fait que l'un des leurs est responsable de l'apport de cette technologie. Les seigneurs du temps, habituellement non interventionnistes, condamnent tous les responsables à la dématérialisation, effaçant carrément leur existence du temps. Violent, hein? Tu déconnes pas avec eux, hein? Pire que la peine de mort, la peine de non-vie. Genre, ils retournent dans le passé, ils retrouvent ta mère, ils lui font une Sarah Connor. Ou alors, ils retrouvent ton père qui devient subitement stérile. À mon avis, ce qui doit changer en termes temporels, c'est juste la procréation qui doit pas avoir lieu. Genre, madame avait la migraine, comme ça, si la personne a des frères et sœurs et qui sont innocents, bah ils existent encore. C'est normal, c'est juste. Mais bref, alors que tout semble fini, les seigneurs du temps tirent l'oreille du docteur et lui disent que lui aussi est un petit voyou qui doit passer en procès pour avoir violé la première loi du temps. Il est interventionniste. Le docteur doit se défendre et prend comme exemple tous les ennemis qu'il a combattus, concluant toutes ces aventures, tout ce build-up qu'on aura eu au fil des saisons. Il parle des quarks en premier. Ouais, c'est vrai, moi aussi, quand j'entends grand ennemi docteur, ma première réaction c'est les quarks. Les quarks. Ensuite, il cite les crotons, un peu pareil. Puis les Yétis. Ouais, mieux. Les Cybermen. Voilà. Et enfin, les Daleks. Il est allé, ouais, on va dire qu'il est allé jusqu'au meilleur. Les Time Lords qui écoutent ça décident de délibérer. Et ils accordent raison au docteur. Phew, sauvé. Vous serez mis en exil sur Terre et vous serez exécuté pour achever une régénération. Hein, quoi? Mais vous avez pas dit que j'étais innocent? Si. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Enfin, si pour l'exil. Ils lui disent qu'il a raison pour l'interventionnisme et que du coup, il deviendra dès aujourd'hui leur petit soldat. Et qu'il sera en avant-garde sur Terre, visiblement sa destination préférée. Ou juste le TARDIS qui est pété, en fait. Le docteur est pas très joyeux et leur dit qu'il est connu là-bas, que ça pourrait mal tourner. Les Time Lords lui promettent donc de faire changer son apparence dans le plus grand des calmes, ce qui signifie aujourd'hui, avec le recul de ce qu'on sait sur l'univers, d'une part déclencher une régénération qu'il est en nombre limité, et d'une autre part, le buter, voilà. Enfin, cette incarnation-là, en tout cas. En d'autres termes, après une mise à mort de son incarnation, il sera envoyé en exil sur Terre pour servir de petit soldat. Il lui laisse le choix de sa première apparence, Junk le mec. Mais le docteur étant indécis et faisant même preuve de grossophobie, son changement de visage est envoyé au hasard. Et c'est la fin de The War Games, sur les cris de Patrick Troughton, qui supplie pour son sort. La suite dans la saison 7 de Doctor Who.
Tout de suite, je laisse Nopoman s'exprimer, nous parler du casting. En effet, à moi de parler. Alors, épisode exceptionnel, casting exceptionnel. C'est pas faux. Je pense l'épisode du podcast va également être très très long, puisqu'on a énormément de choses à dire. Donc, pour rendre hommage à tout ça. Alors, le scénariste de cette histoire s'appelle Malcolm Hulk, je sais pas, H-U-L-K. Hulk, peut-être. Hulk. Peut-être. Je sais pas si le E, généralement on prononce toutes les lettres en anglais. Hulky. Ce serait Yulki, ouais. Il a participé à l'écriture de plusieurs histoires de Doctor Who, donc The Faceless One, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce qu'à ce moment-là on n'avait pas fait de podcast encore, et 6 histoires du 3e Docteur. Il a également fait 7 novélisations. Alors, donc ce cher scénariste a également écrit le pilote d'une série radio dans laquelle Peter Cushing jouait Doctor Who à la fin des années 60, qui s'appelait Journey into Time, qu'il a également produit. Cependant, les enregistrements ont été perdus. C'est un scénariste qui était fermement de gauche. Il avait même fait partie du Parti communiste anglais. Ce qui fait penser qu'un de ces 4, je ferai un dossier sur les épisodes très politisés. Ça peut être très drôle. D'un côté comme de l'autre. Du coup, ce scénariste était justement connu pour ses prises de position. Et on trouve, en tout cas dans Wargames, cette idée très antimilitariste. Et apparemment, dans les prochains scénarios qu'il écrira pour Train Doctor, on retrouve également cette idée de défiance envers l'armée. C'est vrai, surtout chez le 3e Docteur, c'est vrai. Un autre des scénaristes de cette histoire est Terrence Dicks, qui était scénariste et script director sur Doctor Who de 68 à 74. Il était co-scénariste non crédité pour The Seed of Death, donc il a en grande partie réécrit le script de Brian Ives, et The Dominators. Il a écrit The Making of Doctor Who, qui est un gros bouquin qui raconte les coulisses de la série. Il a été scénariste en tout de 8 histoires de Doctor Who, dont The Five Doctors, et également Doctor Who, quelque chose qui s'appelle Doctor Who and the Daleks in the Seven Keys to Doomsday, et Doctor Who The Ultimate Adventures, qui sont si je ne me trompe pas, deux pièces de théâtre qui ont été jouées à Londres. Tout à fait. Il a également écrit le Big Finish qui s'appelle Comeback en 2002, qui est la première histoire qui ramenait Sarah Jane Smith. Et également ça, on peut compter à son palmarès plus de 60 Target livres édités chez Target, et également de nombreux Virgin Books. En général, les Target, c'était ceux qui s'occupaient des novélisations, je pense que c'est dans le lot. Il me semble bien, si je me rappelle pas dans ce que j'avais lu, c'est qu'il faisait aussi des novélisations d'autres auteurs qui genre avaient commencé, qui a abandonné, lui il reprenait, il écrivait ça très rapidement. C'était un écrivain très prolifique. D'accord. En termes de réalisation, on a David Maloney qui a été aussi directeur de The Mind Robber et de The Crotons. Donc je vous laisse vous reporter l'épisode 9 du Webcast. Le nombre de fois où j'ai entendu son nom, lui. David Maloney. À force de et noter. Maintenant, en termes de casting. Alors j'ai essayé de faire une petite sélection quand même des personnages qui avaient des choses intéressantes à dire sur eux, mais ça n'empêche qu'à mon avis on va prendre pas mal de temps puisque le casting est vraiment très étendu sur cette histoire. Le casting est a priori dans l'ordre d'apparition, mais je ne garantis pas. Donc on a David Saville qui joue le lieutenant Carsters, donc qui est le Britannique qui est retrouvé sur le champ de bataille, amnésique. Lui, il reviendra en saison 8 dans The Five Doctors, justement. Non, il reviendra en saison 8 et dans The Five Doctors, excusez-moi. On a Lady Jennifer Buckingham, donc, qui est l'infirmière, qui est jouée par John Sherwin. Donc Sherwin, ça devrait vous dire quelque chose, puisque c'est l'ex-femme d'Eric Sherwin, qui était story editor sur Doctor Who, et qui est celui qui a écrit The Invasion. Tout à fait. Confère, épisode 12 du Webcast. Richard Steele, qui joue le commandant Gorton. Donc le commandant Gorton, c'est l'officier qui est chargé des prisonniers. C'est celui qui boit sa tasse de thé, qui a un gros livre dans lequel tout est écrit. Il reviendra dans deux histoires de Doctor Who en saison 7 et 22. Terence Baylor, qui joue le Major Barrington, donc lui qui est l'officier dans les tranchées, qui récupère justement l'infirmière, le lieutenant Carsters ainsi que le docteur et Jamie et Zoé. Lui, il a joué Yendom dans The Ark, donc c'est un des esclaves. Il jouera dans La vie de Brian des Monty Python et 2 films de Terry Gilliam qui sont Bandit et Brésil.
Et il jouera également dans Harry Potter à l'école des sorciers. Un personnage qui s'appelle le Baron Sanglant. Ah oui, c'est un fantôme. Ouais. On a également Hubert Rees qui joue le Captain Ransom. Donc c'est celui qui parle avec Lady Jennifer sur la gestion des stocks. Et non pas le Captain Handsome. Non, il n'est pas très handsome. Alors lui, il joue l'ingénieur en chef dans Free from the Deep. Donc on voit quand on voit dans Free from the Deep, on voit tout à fait qui c'est avec les petites moustaches, c'est exactement lui. D'accord. J'allais te demander si c'est le mec qui ouvre la bouche parce que c'est le seul mec dont je me rappelle de Free from the Deep. Qui ouvre la bouche ? Non, c'est pas lui. D'accord. Ingénieur en chef, c'est un petit mec un peu bouboule qui D'accord. ingénieur en chef quoi. Pat Gorman qui joue un military policeman, donc un des policiers. Comment ça s'appelle en français ? Military policeman, c'est la police militaire. Il a joué dans... Gendarme. Alors ça, c'est intéressant. Gendarme. Je pense que tu fais référence au gendarme. Bah, c'est dans l'armée, en fait, il y a des gens qui... Non, police militaire. Police militaire, je crois que c'est D'accord, parce que les gendarmes Et sont des militaires. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, mais en temps de guerre, en fait, il me semble qu'il y a une section particulière. D'accord. Quoi qu'il en soit, ce personnage, cet acteur, Pat Gorman, il a joué beaucoup de rôles mineurs. Il a joué dans 83 épisodes de Doctor Who. Il a joué en tout 73 rôles, entre 64 et 85. Et c'est donc le 7e acteur qui a le plus joué dans Doctor Who. Et il a joué également dans des films comme Batman de Tim Burton et dans Elephant Man de David Lynch. D'accord. Alors, un personnage que j'aime beaucoup, Von Weich, qui est joué par David Garfield. Moi, j'étais persuadé que ce personnage était allemand, parce quand il parle allemand, il n'a pas d'accent. Donc, Von Weich, évidemment, c'est le mec avec le monocle. Lui, il reviendra en saison 14. Il a joué dans un Big Finish qui s'appelle The Hollows of Time. Et il joue un Professeur Strinder. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Non, j'ai pas écouté The Hollows of Time, mais je connais l'épisode. L'histoire. Ah, ok. Quand on parle des Allemands, on a donc le lieutenant Luke, qui est l'autre Allemand, qui est joué par un Greg Palmer. Alors lui, il a joué 2 Cyberman, qui sont Gern et Shav, qui sont dans Ten Planets. Donc c'est lui qui a, globalement, créé l'acting des Cyberman, puisque ce sont les 2 Cyberman lors de leur apparition. Alors il est souvent, la petite anecdote, c'est qu'il est souvent confondu avec un autre Greg Palmer, qui est un acteur américain. Et le souci, c'est que ce sont tous les deux des noms d'emprunt, et parce que tout simplement, normalement, quand on prend un nom d'emprunt, comme c'est le cas pour David Tennant par exemple, en fait, il y a une liste de noms et tu es censé prendre un nom d'emprunt qui n'existe pas. Oui, voilà. Pour pas que dans les crédits, en fait, il puisse avoir une incompréhension. Et en l'occurrence, personne n'avait vérifié. Et donc, ce mec s'appelle Greg Palmer, alors qu'il y avait déjà un autre Greg Palmer. D'accord. On a un soldat allemand qui est joué par Bernard Davis. Alors là, je ne sais pas lequel des soldats allemands, mais je l'ai noté parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était chairman. Donc chairman, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige une association de la Sherlock Holmes Society of London. Ah. Et c'est également lui qui a créé la Dracula Society. Il a été président de la Dracula Society. Je trouve ça complètement dingue. Ce mec a dû avoir une vie passionnante. Alors, le Warlord, donc Philip Maddock, on en a déjà parlé puisqu'il était dans The Crotons, dans l'épisode 11 du Weeblycast, on en parle, donc c'était l'espèce de rebelle qui voulait prendre le pouvoir. Et donc là, il a des lunettes, une petite barbe, il est relativement méconnaissable, mais c'est le même acteur. Le War Chief, donc le deuxième Time Lord, est joué par un certain Edward Brayshaw, et il jouait Léon Colbert dans Reign of Terror. Qui c'est qu'on a d'autre ? Alors j'ai encore une longue liste qui vous attend. Le Security Chief. Donc Security Chief, c'est le mec qui parle extrêmement bizarrement, qui est un peu l'ennemi du War Chief. Il est joué par James Bree. Alors il jouera Gumbold au service secret de Sa Majesté, qui est l'avocat de Blofeld, et également 2 autres rôles dans Doctor Who que nous verrons en temps voulu. Alors là, on arrive dans un personnage qui, moi, m'a fasciné de voir sa vie. C'est un type qui s'appelle Vernon Dobchev. Alors Vernon Dobchev, c'est lui qui joue le scientifique en chef. C'est la personne qui a ses petites lunettes et qui crée l'appareillage pour lobotomiser les personnages. Mm-hmm. Donc déjà, ce mec, je trouve qu'il a une tête complètement mémorable. Et en fait, il est né à Nîmes, il est né en France. Et c'est le premier acteur du coup à mentionner Time Lord. Donc Cocorico, c'est un Français qui est le premier acteur à avoir utilisé le mot Time Lord. Yeah. Il a joué dans... Oui, tu veux dire quoi ? Non, j'ai juste dit yeah. Yeah. Cocorico. Il a joué dans un James Bond qui est L'espion qui m'aimait en 77. Il a joué dans Indiana Jones et la dernière croisade en 89. Il joue le majordome quand ils arrivent dans le château de Brunwald. Il joue donc le majordome.
Et il apparaît dans plusieurs Big Finish du main range, donc The Cradle of the Snake. Ça dit quelque chose? Oui, de nom, tout à fait. D'accord, il joue un certain Dada Desaka. Il joue dans The Necropolis Express et dans des Lost Stories qui sont The Children of Seth, Countermeasures, encore une fois, et dans une série d'histoires qui s'appelle Philip Hinchcliffe Presents. Alors, Et Philip Hinchcliffe, en fait, c'est le showrunner des premières saisons de Doctor Who, du 4e Docteur, qui est en fait extrêmement connu pour avoir fait cette ère gothique et extrêmement adulé. On appelle souvent ça le Golden Age dans la communauté. D'accord. Et donc du coup, il s'est fait virer en fait parce qu'une femme a dit que c'était un petit peu trop violent pour les enfants. Et du coup, forcément, il a fait une suite de box set avec des épisodes qu'il pensait. Et voilà. Donc Philip Hinchcliffe Presents, de nouvelles aventures du 4e Docteur, il est là. C'est The Genesis Chamber, dans lequel vous pouvez le retrouver sous le rôle de Lorenzo Dorn. On a un garde alien qui est joué par John Atterbury, qui joue un robot dans Mind Robber, et qui joue également dans Harry Potter, Phineas Nigellus Black, et je crois qu'on l'avait déjà mentionné à l'époque de The Mind Robber. Charles Pemberton, qui joue un technicien, il joue un Cyberman dans Tomb of Cyberman, il a joué dans 2 Big Finish, donc Gerber dans la série des Gallifrey, de Big Finish, et il joue Butler. Alors, je ne sais pas si c'est le nom du personnage ou si c'est un majordome, dans Three's a Crowd. Three's a Crowd, oui, c'est un épisode du main range, je crois dans les dans les 51 à 100, je crois. Ouais. Donc ça pour un prochain dossier. Je pense pas. Le personnage alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un tunique bleu gentil qui libère Lady Jennifer et Jamie à un moment. Il s'appelle Leroy. Il est joué par Leslie Schofield. Alors lui, il joue dans Star Wars. Il joue un officier impérial dans Star Wars. C'est un des premiers qu'on voit dans le Star Wars 4. Et il rejouera également dans une histoire de Doctor Who. Harper, Harper, c'est un officier, je sais plus, je pense qu'il est aussi tunique bleue. C'est l'officier noir qui sauve également Jamie et Lady Jennifer. Donc lui, il s'appelle Rudolph Walker. C'est un des premiers acteurs noirs qui aura des rôles majeurs à la télé britannique. Et il a joué dans 352 épisodes des Teletubbies. Waouh, incroyable. Super carrière. T'étais pas obligé de le mentionner, ça. Et dans 1143 épisodes de EastEnders. Wow. Ça, par contre, ouais, tu peux. Ça, tu peux. C'est amour, gloire et beauté, mais voilà, quoi, il est prolifique. Voilà. Je pense dans Teletubbies, c'est plus qu'il fait une voix, je crois, plutôt qu'on voit sa tête. Mais je ne suis pas sûr. Du moment que c'est pas le bébé qui fait peur, moi ça me va. Spencer, donc ça c'est un des soldats le soldat avec la barbe qui se bat pour tuer les prisonniers à un moment, est joué par Mike Lynch qu'on trouve en saison 12. Graham Weston joue Russell. Russell, c'est le chef des rebelles dans la zone de la sécession, donc c'est le mec un peu qui est habillé un peu comme un soldat colonial. Il reviendra dans une autre histoire de Doctor Who en saison 13. Et maintenant, on va parler d'un personnage qui a beaucoup de choses à dire, qui est David Troughton, qui joue Moore. Vous connaissez le nom de famille? Oui, qui ne doute évidemment que le fils de Patrick Troughton, qui était déjà apparu dans Enemy of the World et qui reviendra pour une histoire classique dans un rôle important. Et évidemment dans Midnight, dans la saison 4 de la nouvelle série. Également, il sera dans 12 Big Finish, dont je ne vais pas faire la liste, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je me souviens que, pour la petite blague, Nopoman m'avait dit dis donc, tu pourrais m'en dire plus, et du coup, je lui ai écrit 4-5 lignes sur son truc de notes, et il voit 4-5 lignes, il fait ouais, non, je vais pas en parler, c'est Finalement, beaucoup. on va passer. il a beaucoup joué. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire sur lui? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux petites anecdotes assez rigolotes. Il avait été choisi pour être le visage des Virgin Publishing, des livres sortis par Virgin à l'époque quand il n'y avait pas encore de nouvelle série. Il aurait été un des visages de la série, mais en fait, ils ont fait les photoshoots, mais finalement, ça a été annulé au dernier moment. D'accord. Il aurait été en fait le 8e docteur quelque part. C'était le docteur qui aurait suivi le 7e docteur. D'accord. Et c'était un grand ami de Peter Davison, donc le 5e docteur, et de Colin Baker qui est lui le 6e docteur. Avec qui, si j'ai bien compris, ils ont même vécu ensemble pendant un certain temps.
Et selon Cathy Manning, alors je ne sais pas, la source étant elle-même, ils ont été tous les deux à 2 doigts d'être en couple, mais en fait, aucun des deux n'a osé faire le premier pas. Si c'est Cathy Manning elle-même, c'est que c'est true story. Ok. Voilà. Okay. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Il a aussi, alors tu l'as pas dit, mais il a aussi été annoncé en 2011 pour reprendre le rôle de son père dans un audio avec Tom Baker en tant que quatrième docteur. Donc quatrième docteur face au second docteur. Mais c'est pas du big finish, c'est de audio go, c'est 2-3 histoires. Et en fait, la particularité, c'est qu'il joue un clone du second docteur. D'accord. Et en fait, c'est un ennemi, c'est un méchant. Voilà. Ah, c'est intéressant. On continue, la liste n'est pas finie, mais on arrive presque à la fin. L'acteur qui joue le soldat français, comme vous avez sans doute pu le remarquer, n'est pas français, vu son accent horrible. Ça, c'est une honte quand même d'engager les Français. Quoi, j'ai eu très mal. Et donc, je ne comprends pas ce que vous dites. What is it? Grass? C'est n'importe quoi. Donc l'acteur s'appelle Peter Craze, et c'est le frère d'un certain Michael Craze, qui était Ben Jackson, donc le compagnon du second docteur. Et donc, premier. Et, oui, second. Oui. Du premier et second docteur, oui. Il a également, donc ce Peter Craze a également joué dans Space Museum, un certain Dako, et il rejouera plus tard dans le tour. On arrive presque à la fin. Arturo Villar, donc le très expansif rebelle mexicain, est joué par Michael Napier Brown. Lui, alors ce qui est intéressant dans sa vie, il a été directeur du Royal Theatre de Northampton. Donc, Northampton, c'est la ville d'Alan Moore, pour les connaisseurs. Donc il a été directeur pendant 20 ans de ce théâtre, et marié à une certaine Vilma Hollingberry, qui jouera une patiente qui a perdu sa jambe dans le Docteur Dance, du 9e Docteur. Voilà. Northampton, c'est aussi la ville de naissance de Matt Smith, je crois. Ah, ok. Petite anecdote, cacahuète. Petit rôle de Tony McEwan en tant que Redcoat, donc tunique rouge, reviendra en saison 13. Bernard Oswald joue celui qui était comme premier Time Lord, First Time Lord. C'est lui qui joue Gulliver dans The Mind Robber, on en a déjà parlé, vous pouvez vous reporter l'épisode 9 du Webcast. Vraiment, j'en reparlerai un tout petit peu aussi encore. Le second Time Lord, donc le deuxième Time Lord est joué par Trevor Martin, qui a joué un 4e docteur alternatif dans l'épisode de théâtre que j'ai déjà mentionné, Doctor Who and the Daleks in the Seven Keys to Doomsday. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il a joué 2 Time Lords potentiellement. Il a repris le rôle dans l'adaptation Big Finish de 2009 de cette histoire. On le retrouve également dans une pièce radiophonique de 93 qui s'appelle The Paradise of Death, dans lequel il joue aux côtés du 3e docteur John Pertwee, et dans un autre audio de 2003 qui s'appelle Flip Flop, aux côtés du 7e docteur. Flip Flop, Big Finish, Main Range, 50 premiers. Voilà. Et pour finir, le 3e Time Lord, donc, qui est joué par Clyde Pollitt, qui est le frère de Derek Pollitt. Et Derek Pollitt, qui c'est le Evans dans The Web of Fear. C'est le conducteur un peu pleutre. Voilà, le mec qui préfère se jeter du camion plutôt. Là. Donc tout se recoupe. Encore une fois, Doctor Who, c'est une grande famille. C'est ça. À toi, l'aigle. Bon, les enfants, ça y est, on y est. Qu'est-ce que je vous tease depuis plusieurs podcasts déjà? C'est un truc qui s'appellerait la saison 6B. La saison 6B, par définition, signifie que la saison 6 n'est pas tout à fait finie. J'en vois un, là, Dark Jacket, qui pourrait être très content, sachant à quel point il aime le second docteur. Oui. Non, bon, du moins qu'il y aurait quelque chose entre la saison 6 et 7. Mais c'est quoi ce délire là? Sur ma fiche IMDb, il est bien écrit The War Games, c'est la dernière histoire de la saison 6. Alors, c'est vrai, mais seulement pour la série, en fait. Parce que ça fait plusieurs podcasts que je lise des références sur le fait que certaines histoires du second docteur dont je vous parle sont faites en solitaire, déjà, ou avec juste Jamie. Mais c'est pas possible. Maintenant que vous avez vu son air, il a aucune minute de tranquillité, ce docteur. Il n'y a aucun moment qui permet au second docteur de ne pas avoir ne serait-ce que Jamie dans les pattes. Et il n'y a pas d'espace libre entre le moment où Ben et Polly quittent le TARDIS et l'arrivée de Victoria. Exactement. Par contre, pour être honnête, on a un potentiel espace libre entre le départ de Victoria et l'arrivée de Zoé, qui peut servir à raconter l'histoire. Avec juste le Jamie et Docteur, c'est pas déconnant. Mais il reste incohérent que le Docteur ne voyage pas avec Jamie tout court. Donc déjà là, il y a un problème. Et du coup, la saison 6B, elle est à l'origine juste une théorie de fan, a vu le jour, mais pas à cause de ces histoires-là, en fait, non. Pas à cause de paramédias paumés qui racontent n'importe quoi en termes de continuité, qu'on aurait vite fait de décanoniser, non.
à cause d'erreurs de continuité qu'on trouve dans la série elle-même. Du coup, organisation du podcast dans cet article. Le dossier, je vais vous expliquer sans trop vous spoiler la suite de la série, ce qui a amené cette théorie à être créée. Et ensuite, je vous l'expliquerai dans ses détails. Théorie qui n'est pour moi plus qu'une théorie. À mon sens, elle est complètement officielle maintenant. Elle ne peut que l'être. Et dans les paramédias, je vous parlerai des paramédias qui peuvent composer cette saison 6B. Alors, quelle folie a pu faire développer aux fans une théorie aussi folle qui prétend que The War Games n'est pas tout à fait la fin du second Docteur? Pour ce faire, 3 histoires, 5 arguments. Pour faire court, 3 épisodes multi-docteurs dans lesquels tout apparaît. Voilà, globalement, ça spoil pas trop plus que ça. Genre, vous le saviez pas. Voilà, ok. Vous le saviez pas. Allez, ok. Bon. The 3 Doctors, The 5 Doctors et The 2 Doctors. Voilà. Je vais essayer d'aller de l'argument le moins fort au plus fort. Premier argument. Dans un de ces épisodes, il est très clair que le docteur a vraiment vieilli. Ça aurait pu s'expliquer de bien d'autres manières, notamment par le Blinovitch Effect, dont un de ces effets pour calmer le paradoxe temporel d'une rencontre entre deux mêmes personnes est de parfois vieillir la personne la plus jeune pour prétendre que ce sont 2 personnes différentes. Après, cette explication se contre facilement en disant qu'on a eu une intro avec le second docteur avant qu'il ne rencontre le docteur du futur, et donc que c'est peut-être autre chose, et que ça peut compter comme argument. Mais ça, c'est pas l'argument le plus fort, c'est le moins fort. C'est-à-dire que ça s'arrête pas là. Il est aussi clairement évident que Jamie a vieilli. Ça, c'est déjà un autre problème. Deuxième argument. Il voyage en solitaire dans 2 de ses histoires. Rien que ça. Troisième argument. Dans l'une de ses histoires, il reconnaît le brigadier et l'appelle même brigadier, ce qu'il ne devient pas avant The Invasion. Et en plus de ça, ils font tous les 2 référence à toutes leurs rencontres passées qu'on a vues dans la série, les Yeti, les Cybermen. Le docteur en rajoute une couche en parlant des événements de The 3 Doctors. Donc ça se passe forcément après The Invasion. Dès lors, comment vous expliquer que ni Jamie ni Zoé ne soient présents? Et bien justement, le pire niveau incohérent dans cet épisode est à venir, ce qui me permet de faire une parfaite transition. 4e argument, c'est-à-dire l'argument avant-dernier avant le plus fort. Toujours dans ce même épisode, il voit une illusion représentant Jamie et Zoé, et que dit-il? Que dit-il? Vous savez ce qu'il dit? Bah non, Qu'est-ce qu'il dit? dis-nous, que dit-il? Il dit « Jamie, Zoé, c'est pas possible, vous êtes forcément une illusion, vous avez été renvoyé à votre propre époque et vos souvenirs ont été enlevés !» Bon, là, je veux dire, il y a plus de doute, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ça se passe après The War Games, voilà, c'est tout. 5e argument. Donc, ouais, il y a encore un argument que j'estime plus fort. Certains l'expriment moins fort que le 4e, et moi, je l'exprime plus fort. Il est dans 2 de ces histoires, explicitement envoyé par les Time Lords en mission. Comment voulez-vous qu'un homme en fuite des Time Lords de l'interventionniste, qui ne l'ont donc pas retrouvé avant The War Games, peut-il être envoyé en mission par les Time Lords qui ont dès lors décidé de devenir interventionnistes? De plus, on pourrait dire 6e argument, mais c'est plutôt une sorte de 5e argument bis. Dans un de ces épisodes où il est envoyé par les Time Lords, il voyage avec Jamie. Et Jamie ne pose absolument pas de questions quand il lui parle de Time Lords, ce qu'il fait dans The War Games. Donc l'épisode qu'on aurait pu placer entre Fury from the Deep et The Within Space se place nécessairement après The War Games. Du coup, alors pourquoi ces épisodes ont-ils été écrits comme ça? Tout simplement parce que, par exemple, le scénariste de The Five Doctors n'a pas réellement fait de recherche sur le second et deuxième Docteur, et on avait un peu rien à faire de la continuité. Du coup, on se retrouve avec certaines de ces incohérences que je viens de vous expliquer, qui sont parmi les plus énormes. Après, pour l'épisode de Two Doctors, je me demande si le scénariste n'avait pas déjà entendu parler de cette théorie, et n'a pas juste écrit cette histoire en se disant que du coup ça passerait. Et d'un point de vue de continuité, comment on peut expliquer ça? Comment? Bon, on n'a pas le choix de dire que ça se passe après The War Games. Ça, c'est le parti pris que prend la théorie. Les 3 épisodes que je vous cite à venir, avec le second Docteur, se passent nécessairement après The War Games. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? On sait que le second Docteur a été jugé en procès par les Time Lords, à être en exil sur Terre, avec une apparence changée. Mais, et si les Time Lords s'étaient dit, juste avant d'envoyer leurs petits soldats sur Terre, qu'ils seraient peut-être utiles sur 2-3 missions?
et donc de retarder sa sentence, mais qu'elle sera toujours appliquée, puisque c'est la justice. De toute façon, on le voit pas changer de tête, hein. Vraiment. On ne le voit pas changer de tête. Il fait juste des petites mimiques genre « Ah, dis donc, mes muscles, voilà. » On se retrouve donc avec un docteur, puni par les Time Lords, à bosser avec la CIA, Celestial Intelligence Agency. Non, c'est pas la NASA CIA. Bon, bah par contre, c'est la NASA CIA des Time Lords en fait. Donc là, il vit quelques aventures et tôt ou tard est amené à vivre avec les événements de The Three Doctors, expliquant à la fois pourquoi il est seul et pourquoi il est envoyé par les Time Lords. Et tôt ou tard, les Time Lords lui accordent un petit peu de liberté, ou du moins il arrive à s'enfuir. On verra dans le dossier paramédia qu'il aurait peut-être essayé. Et le voilà placé dans les événements de The Five Doctors, alors qu'il décide de rendre visite au brigadier. Ça explique pourquoi il voyage seul, pourquoi il se souvient de tous les événements concernant le brigadier, surtout de ce qui est arrivé à Jamie et Zoé à la fin de The War Games. Il n'est pas censé savoir si The War Games n'a pas eu lieu. Enfin, après quelques missions, il finit par avoir le droit de récupérer un de ses amis, certainement par récompense. Il choisit Jamie. Vas-y, Jaquette, j'attends ton... on lui redonne ses souvenirs et on l'autorise à voyager avec lui, amenant aux événements de The Two Doctors, dans lequel il est à la fois logique que le second docteur ait pas mal vieilli, même si avec le temps de vieillissement du docteur ça impliquerait des décennies de voyage, c'est peut-être beaucoup, mais ça expliquerait aussi pourquoi il voyage avec Jamie seulement, qui lui aussi a vieilli. Avec le voyage temporel ça passe, tout en étant envoyé par les Time Lords avec un Jamie qui pose pas trop de questions concernant les Time Lords. Voilà, là on y est, dans le vif du sujet, dans l'une des parties les plus intéressantes du lore Doctor Who. Comment expliquer les incohérences? Tout un art, vous savez. Moffat est notre chef, notre gourou. Mais ça, c'est tellement intéressant. Et dans la prochaine... Du coup, en parlant de Moffat, oui. je t'interromps juste maintenant, donc tu conclus. Très bien. Où est-ce qu'on place la conclusion de l'épisode des 50 ans de la série, où le second docteur apparaît? Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que ce n'est pas une question qui s'est posée. Moi, je me suis beaucoup renseigné dessus. Et pour moi, c'est qu'en fait, je crois qu'il explicite en fait le second docteur, tous les docteurs qui interviennent et se font supprimer des souvenirs ensuite. Donc, d'accord. Pour moi, en tout cas, ouais, c'est qu'ils sont intervenus assez tard dans leurs aventures. Avant de... D'ailleurs, si tu veux vraiment... En fait, si tu veux, les gens ont dit aussi, si vraiment tu veux juste avoir un point précis, tu prends juste l'épisode où il y a l'image d'archive. Et tu te mets cette période-là. Bah, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, ce que j'allais proposer. Ok. Ce que j'avais proposé, après aussi, le fait est que c'est le docteur qui envoie lui-même un message au docteur. Donc du coup, techniquement, il peut l'envoyer un peu n'importe où. Mais c'est vrai que c'est possible de placer ça après The War Games. Pourquoi pas? Ok. Et dans la prochaine chronique, je vous expliquerai comment cette théorie a non seulement pu permettre à des paramédiates de l'époque un peu trop audacieux ou ignorant la continuité, ainsi que d'autres paramédias futurs, là pour expliquer des choses, se servant parfois de cette théorie. Comment tout ce petit monde, a priori différent, ont pu se retrouver tous ensemble logiques, peut-être intégrables dans la même continuité. Ceci, vous le verrez dans le dossier Paramédia, mais d'abord, je vous donne ce que vous demandez avec impatience. Je vous donne Dark Jacket. Je vous donne Dark Jacket et sa chronique sur les anecdotes, les cacahuètes. Merci, Leg. Alors, donc déjà, moi, c'est beaucoup d'émotions. Je suis assez dévasté de faire ce podcast. En même temps, j'ai voulu le faire parce que... Tu m'étonnes. Mon amour pour le second docteur est maintenant légendaire. Mon amour pour Jamie est légendaire aussi. Mais pour moi, le second docteur reste un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Au passage, Eleven, que j'adore aussi, lui a tout pompé. Tout. Attends, le nœud papillon, la triade de compagnons, le côté veste en tweed docteur un petit peu professeur, le côté rigolo. Je trouve que le second docteur il a plus un air de vagabond, tandis que le 11e docteur c'est plus justement un professeur d'histoire géo mais jeune. Et on peut même dire le second docteur est même un clochard, on peut le dire. C'est ça. Bah c'est Chaplin dans Doctor Who quoi. Voilà, donc première anecdote et très douloureuse, c'est que c'est le départ de Patrick Troughton
de Fraser Hines, qui je crois reste encore maintenant l'acteur avec le plus d'épisodes de Doctor Who C'est le cas. sous le bras. Wendy Padbury qui reste d'ailleurs très active encore maintenant. Fraser Hines aussi, ils sont tous les deux actifs encore dans la communauté Doctor Who. Ah mais énormément. Fraser Hines est un très bon imitateur, ça peut te faire une très bonne anecdote. Tout simplement, c'est un très bon imitateur, il a beaucoup de talent, notamment pour faire des accents. Et quand il n'est pas fatigué, parce que des fois dans des audios tu l'entends fatigué, il imite très bien le second docteur. Ah, je savais pas ça. Et dans The Highlanders, ils l'ont appelé, ils ont casté cet acteur parce qu'il savait très bien faire un accent de Highlanders. Et petite anecdote, donc ils l'embauchent dans The Highlanders, et puis les mecs se disent « Ouais, non, on comprend rien à un accent de Highlanders. Faudrait quand même qu'il nous fasse plutôt un accent écossais. » Ça tombe bien, Fraser Hines fait aussi l'accent écossais, alors qu'il est anglais. Voilà, donc petite anecdote. C'est vrai qu'on peut se remettre des anecdotes sur d'anciennes histoires, vu qu'on n'aura pas eu l'occasion de faire la saison 4. C'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, ils donnent souvent leurs avis aussi sur les nouvelles saisons. Ils sont eux-mêmes encore très très fans de la série, donc ça fait plaisir. Mais Fraser Hines a une petite pensée en commune avec moi. Il dit que ce serait peut-être bien de refaire un format classique dans le sens de 4 histoires de 25 minutes plutôt qu'une histoire de 45 minutes et puis c'est fini. Je pense qu'elles sont un peu rush, ces histoires en ce moment. Je trouvais les dernières saisons un peu dommage. Ça, c'est un autre débat. Donc oui, donc tous les trois sont des monuments pour moi. Thornton a rendu le Docteur beaucoup plus sympathique que Hartnell. Ouais, tout à fait. Et en fait, a lancé aussi plein d'aspects du Docteur, le côté vraiment vagabond, le côté rigolo, qui en fait est extrêmement intelligent, qui se sert de son image affable pour en fait tromper ses ennemis. Le côté parfois manipulateur auprès de ses compagnons, mais aussi le côté très attaché à ses compagnons. On voit de nombreuses fois, on voit que ses compagnons deviennent tout pour lui en fait. Donc moi c'est beaucoup d'émotions, une petite larme aussi que j'ai dit au revoir au docteur. Alors le petit bisou qui fait on verra ça. Sa fille ou sa nièce. C'est ça. Et autre anecdote, c'est aussi assez émouvant parce que c'est la première fois que à la fois un docteur et ses compagnons disparaissent lors de la même histoire. Oui. C'est aussi la première fois que le docteur suivant n'apparaît pas à la fin. Bon, après, il n'y a eu qu'une régénération avant, mais que le docteur suivant n'apparaît pas à la fin. Même non, la seule fois, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est que en fait là la régénération se fait ce qu'on appelle off-screen, et c'est la première fois que ça arrive. Ça n'arrivera pas beaucoup, mais ça arrive. Je suis en train d'essayer de penser, je crois qu'à part le 12e docteur, il n'y a pas non plus d'autres fois où le docteur se régénère et perd son compagnon en même temps. Le 8e, non, c'est un peu à part. Ah non, il perd pas son compagnon à ce moment-là. Bon, techniquement, il le rencontre, qui aurait pu le devenir, mais enfin, ouais. Donc c'est plein de premières fois et aussi plein de cas assez particuliers montrant à quel point ce docteur a été spécial dans l'histoire de Doctor Who. Ouais. Donc c'est aussi comme vous l'avez dit, on voit David Thornton apparaître dans cette histoire. Petit clin d'œil. Alors il y a plein de clins d'œil historiques, mais un des clins d'œil historiques est que les Warlords ont enlevé Marcus Octavius. Qui est Marcus Octavius ? C'est un diplomate romain qui a vécu en 133 avant Jésus-Christ et qui était un rival majeur de Tiberius Gracchus. Désolé pour la prononciation latine. Tiberius Gracchus. Tiberius Gracchus. Voilà, donc ils sont permis des petits. Alors, je sais que Marcus Octavius n'est pas forcément très connu en France, mais ils se sont permis comme ça des petits clins d'œil historiques. On a, bien sûr, la dernière histoire du deuxième docteur, donc qu'est-ce qu'on a ? Sa fameuse flûte qui réapparaît, et qui est un télescope, classique. Pour faire un petit résumé, et moi je suis fan d'histoire, donc j'ai adoré cet épisode pour ça. On voit la période romaine, grecque, la guerre de Crimée, la première guerre mondiale, la guerre guerre péninsulaire, je sais plus comment on l'appelle. La guerre civile américaine, la guerre civile mexicaine, la guerre civile anglaise, la guerre de 30 ans, la guerre de Boer,
et la guerre russo-japonaise. Ça fait beaucoup de périodes historiques qui sont mentionnées, qui apparaissent. Et c'est tu multiplies par 2 pour avoir le nombre de général. Pardon ? Tu multiplies par 2 pour avoir le nombre de général. Ouais. Et c'est aussi, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits à la véracité historique des périodes. Ce qui dans Doctor Who n'est pas forcément, c'est pas forcément ce qui faisait le plus d'habitude. D'ailleurs, petite anecdote aussi, les soldats allemands utilisent des casques à pointe en 1917, alors que dans la réalité, en 1916, ils ont été retirés de l'utilisation. D'accord. C'est une petite anecdote. Après, tu dis qu'ils faisaient pas beaucoup d'efforts sur l'histoire, mais je te rappelle qu'ils faisaient des épisodes historiques, qui avaient pour mission d'apprendre l'histoire. Oui. Et après, mais après, on pouvait faire plein de reproches en disant que c'était un petit peu limite roman national, enfin en tout cas un peu romancé. Genre Richard Cœur de Lion qui parle anglais, non, il parlait normand, le mec. Le mec il parlait ancien français, etc. Même au niveau des costumes, au niveau de ce genre de choses, là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts qui ont été faits que normalement ça restait très romancé. De Ty Medler, ce petit casque de viking avec des cornes. Voilà. Voilà. On a rappel du passé, donc on a beaucoup d'ennemis du Docteur qui, comme tu les as cités en fait, qui sont rappelés et remontrés si je me trompe pas. Oui. Donc on a les Quarks, on a les Cybermen, les Ice Warriors, les Yeti. En fait voilà, c'est ce que j'ai. Alors je suis désolé parce que j'ai beaucoup. J'en parlerai à la fin, mais je vais beaucoup m'étendre sur ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé qu'en fait, et je crois que c'est la première fois qu'on a une telle cohérence au sein d'une saison et d'un Docteur. On a en fait vraiment l'impression que chaque histoire qu'a vécu le Docteur a eu une importance phénoménale sur ce qu'il devient et sur la fin de l'histoire. C'est ce que j'avais dit un petit peu dans le résumé. On revient un peu dessus. Ce qui n'était pas le cas. Par exemple, le premier Docteur, sa mort est causée par l'arme des Daleks dans le Dalek Master Plan, mais c'est compris entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas jamais explicité. Là, en fait, tout ce que le Docteur a vécu, tout ce qu'il explique, compte. Et ce Docteur, du coup, donne vraiment une impression d'être ancré dans son histoire et qu'il n'était pas juste un passager, mais vraiment un acteur. Ce que certains autres Docteurs auront moins, pour le coup. Je trouve que par exemple Christopher Eccleston est beaucoup plus un voyageur, pareil que pour Tennant. Tennant en fait est beaucoup plus un voyageur. Bon, il arrête pas de parler de Rose, mais oui c'est vrai. Ouais. Par contre Matt Smith est beaucoup plus ancré dans son histoire en fait. On voit les différences. Peut-être les showrunners qui jouent beaucoup. Bref. Je pense. Autre petite anecdote sympathique. Les visages qui sont proposés au Docteur à la fin sont en fait dessinés par le designer de l'histoire Roger Chevelet. Je me suis demandé si c'était pas de vrais acteurs dessinés. Ouais. Oui, moi aussi, je me suis demandé ça. J'ai pas trouvé. T'imagines, ils refont ça pour le 13e Docteur et tu vois plein de gens qui sont des théories de fans, genre tu vois Hayley Atwell, tu vois Idris Elba. J'ai pas trouvé si c'était je pense que c'était inspiré par des personnes qui connaissaient toute sa famille, ce genre de choses. Je n'ai pas trouvé plus de détails dessus. Et ouais, c'est un peu marrant moi j'ai adoré voir le Docteur réagir par rapport à ça et voir à quel point il est vraiment un caractère de merde. Donc on a des extraits utilisés de The Web of Fear, Free from the Deep et Whale in Space. Oui, petit, pour bien montrer que c'est la guerre et que c'est violent, son propre générique, chaque crédit d'épisode sont filmés sur des explosions. Épileptique, ouais. Oui, je me suis écroulé une ou deux fois dans le métro en regardant l'épisode. Votre métro n'est pas arrivé, c'était ma faute sûrement. On a aussi le petit truc drôle, hein, très subtil, surtout dans les années 60. Mais les appareils qu'utilisent le War Chief, l'appareil qu'utilise le War Chief est un Sidrat. Ah d'accord. Absolument aucun lien de parenté avec le TARDIS à l'envers. Absolument non, mais aucun. sûr que non. Aucun, rien à voir. On n'en parle pas. Un rat de côté. Et l'explication novélisée en roman, c'est Space and Intertime Directional Robot. All-Purpose Transporter. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bref. C'est subtil.
Aucun lien de parenté. Aucun. Non. Donc ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas revu les Daleks, 2 saisons si je ne me trompe pas, puisqu'à l'époque il y avait à la fois des questions de droit et des questions que les Daleks avaient tellement été utilisés qu'on les mettait un peu au repos, d'où l'abondance de Cybermen avec le second Docteur, qui sont ses pires ennemis du coup, avec la grande intelligence. Si on peut argumenter que l'intelligence est un des pires ennemis du Docteur, du second Docteur en tout cas. Et donc c'est le modèle utilisé dans The Chase. Donc D'accord. c'est un petit callback au passé. Et pour les Cybermen, c'était les Invasion, les plus récents. D'accord. Le dernier modèle en date. Le dernier épisode aussi, alors là sur des techniques, un des derniers à utiliser des comment dire, des titres, des crédits roulants. Déroulant. Déroulants, ouais. Genre Star Wars. Jusqu'au 5e Docteur. D'accord. Qui défile, voilà, qui défile. Ok, oui, d'accord. Ouais, qui défile, je vais y arriver. Ouais, donc jusqu'au 5e Docteur. Et avant que la série actuelle l'utilise de manière... C'est pour ça, de nos jours, c'est là, bah, oui, c'est normal, ils le font tout le temps, oui, mais à l'époque, ça avait été retiré. Alors, petite... voilà. Pour peut-être rajouter à la saison 6B, mon cher L'Aigle, il y aurait dû avoir une série qui s'appelait Doctor Who and the Impersonators, donc Doctor Who et les imposteurs, qui a été complètement annulée, a été apparemment répondait pas aux standards de la série, et c'est pour ça qu'ils ont mis les Wargames à la place avec 10 épisodes. D'accord. Donc oui, les Time Lords a priori sont évoqués pour la première fois. Alors moi j'étais peut-être épisode 6. Oui, c'était l'épisode 6. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, je l'avais vérifié. Ouais. Mais la première, je crois que c'est l'épisode 8 qu'on comprend réellement que le Docteur est un fugitif. Oui. C'est qu'en fait il explique son histoire, qu'il explique qu'il s'ennuyait, qu'il a volé un TARDIS et que... Après il y a le pilote, on est un peu en exil. One day we should come back. Yes, ouais. maybe one day. Si on mettait tous les épisodes bout à bout, ce qui a été fait lors de marathon, on a à peu près 4h10-15 minutes de film. Donc qui est aussi accessoirement la plus longue histoire la plus longue dernière histoire et la plus longue régénération en fait d'un Docteur. C'est pour montrer à quel point il était magnificent et à quel point aucun autre Docteur avant ou après n'a pu égaler son génialissime interprétation. Ah, le second Docteur. Excusez-moi. Truc très marrant, très rare aussi dans Doctor Who, c'est qu'on a un monologue interne. Ouais, on l'a remarqué avec Nopoman. On s'est dit, ça arrive pas souvent ça. Ouais, c'est ça le marché. On sentait que même sur la dernière histoire, on continue à expérimenter un petit peu. Alors, là, attention, plus 18, cachez les enfants, attention. On a la première interaction physique, affective, à savoir un bisou entre le Docteur et un compagnon. Ouais, sur le front. Enfin, pas sur le front, sur la tête. Non, mais attends, 1960, non, il y a eu un mandat, il y a eu plusieurs mandats je crois que même c'est après ça qu'il y a eu des mandats où le Docteur ne pouvait pas toucher de compagnon féminin par peur qu'on croit. Le vrai scandale, c'est que c'est Zoé qui l'embrasse, c'est pas Jamie. Non, mais ça c'est la saison 6B, j'ai mis. Oui. Ouais, bah, non, mais sachant que les théories qui traînent entre le 4e Docteur et Romana, et notamment Romana 2. Je pense que ça vient du fait que les acteurs. Bref. Puis Sarah Jane Smith aussi avec le Docteur, ça c'était aussi évident. Bof. Mais oui, voilà. Mais je rappelle que le Docteur et Jamie se tenaient la main à plusieurs reprises. Donc à partir de là, je pense que. Voilà. Mais c'était assez incroyable pour l'époque que le Docteur embrasse, même si c'est platonique, hein, on va pas. Mais oui, c'est platonique. Mais embrasse un compagnon. C'est ce qui montre à quel point il s'en avait plus rien à foutre. N'importe quoi.
On a aussi donc du coup sur la fin de l'épisode le caméo de Tanya Lernoff qui était un caractère qui était apparu dans The Waiting Space et qui réaccueille Zoé du coup dans sa période temporelle. Oui. Ouais, tout à fait. On a Je d'ailleurs l'ai pas mentionné dans le casting parce qu'on en avait déjà parlé et puis c'était relativement évident, mais oui. et on a également la dernière réplique de Jamie dans le canon officiel, c'est Cregan Tuir, C'est ça. Oui. qui est son cri de ralliement qu'il s'est époumoné à lancer. Par contre, canon officiel 1, mais Ouais. juste. Mais oui, Oui. de la série. Enfin, si on compte pas l'autre épisode dans lequel il apparaît. Bref. Je vais dire l'histoire la plus postérieure de Jamie. Normalement. Peut-être. Il faut savoir que si vous voulez une petite traduction des dialogues en allemand, à peu près. Oh oui, on aurait dû faire ça. Ouais. On Alors, l'a fait. qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici? Nous avons 3 civils anglais, capitaine. Ils m'ont dit qu'ils venaient d'une autre période temporelle à bord d'un vaisseau qui s'appelle le TARDIS. Mhm. Ce sont des espions anglais. Nous devons les emprisonner. Je parlerai de ça avec le général. J'en parlerai au général. C'est vraiment indispensable à la compréhension de l'épisode. Écoute, En plus, je savoure. Là, on est là jusqu'à 20h avec moi parce que je savoure. Non, mais c'est vrai que pour The War Games, 10 épisodes, tout ça, certainement diffusé pour l'anniversaire des 5 ans, des 50. Le podcast, ça sera certainement diffusé à l'anniversaire des 56 ans. Oui, voilà. Donc voilà. Forcément, on se permet des trucs. Ouais. Et c'est aussi la première fois que Gallifrey, qui n'est pas appelé comme ça à l'époque encore, apparaît. Oui. Donc, ouais. Mais d'intérieur en et fait, tout, genre 3 couloirs. Oui. Eh, C'est déjà ça. ne minimise pas Gallifrey. On est content. C'est Galinounet. Comme tu disais, il y avait beaucoup de dernières fois dans cet épisode, mais il y a aussi beaucoup de premières fois. Et C'est vrai. ce qui, je pense, est quelque chose de magnifique dans Doctor Who, c'est que même quand on termine, on commence. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Ah là, c'est beau ce que tu viens de dire. Merci. Petite anecdote aussi, ils ont utilisé une vraie ambulance de la Première Guerre mondiale pour certaines scènes. Mhm. Sachant que maintenant ça semble incroyable, ça fait plus de 100 ans, mais à l'époque c'était pas si... 50 ans depuis la fin de la Première Guerre mondiale, c'était pas si impossible. D'ailleurs, pour les plus parisiens d'entre nous, il y a encore des taxis, des véhicules de la Première Guerre mondiale au musée des Invalides. C'est bien ça. On voit récemment, Ok. et c'est assez cool. C'est un moment d'histoire, t'as une petite larme à l'œil, tu penses à tous les gens qui sont morts dedans, tout ce que... Bref. Ok. Ambiance. Dernière petite anecdote juste pour la route. Le tournevis Sonic est utilisé comme un tournevis classique. Et là, le 3 nous aura dit: ah oui, oui, mais dans la série classique, c'est que pour ça, jamais dans la nouvelle série, alors que c'est totalement faux. C'est vrai que c'est con, hein, parce que dans la série, attendez, clic, voilà. Voilà pour moi ces petites anecdotes. J'ai quand même pris plus de temps que d'habitude parce qu'il y en avait un paquet et que voilà. Bref, je continuerai tout à l'heure. Prévoyez 1 heure au moins de moi jetant mon amour à cette histoire. C'est parti. Bon, à mon tour. Ouais, à toi. Ok, on a bien rigolé. Il est temps de parler des paramédias de la saison 6B. À vrai dire, cette théorie trouve ses sources en 69, donc pendant la diffusion. Pendant la production de la série, on doit attendre 6 mois entre The War Games et Spearhead from Space. Mais les éditeurs, eux, ils ont dit non. Les éditeurs de comics, ils ont dit non. Ils se sont dressés devant l'affront et ont dit: nous, on aime le pognon. Et ils ont décidé, comme ils en avaient le droit, de publier les aventures du second Docteur, tout seul, en comics. C'est là que démarre cette petite théorie. Ces comics, ce sont les TV Comics. On a déjà parlé de quelques-uns ici, et l'éditeur, c'est Polystyle Publication Ltd. Je sais pas ce que ça veut dire, Ltd. En fait, leur publication était en parallèle de la série. Limited. LTD, c'est limited. D'accord. Leur publication est en parallèle de la série. Et il y a déjà un moment, pendant la série, au moment de la publication de The Space Pirates, dans lequel le docteur, en fait, on voit le docteur subitement, du jour au lendemain, se mettre à voyager seul. Avant, on pouvait le voir voyager seulement avec Jamie, c'est-à-dire pas incohérent avec Fury et Will, mais incohérent si on fait intervenir des quarks, des ennemis qui ne sont pas censés avoir croisé. Voilà, donc du coup, on se doute que Jamie et le docteur ont pu voyager ensemble après The War Games, puisqu'ils croisent des quarks, ennemis qui ne sont pas encore censés avoir croisé.
D'accord. Mais en plus de ça, après The War Games, ils font l'audace de ne pas décréter que ça se passe avant et écrivent les premiers, ce qui ressemble à l'histoire de la saison 6B, qui existe donc surtout en comics, dans lequel le second docteur est toujours sous la menace de la régénération forcée et de l'exil, mais doit accomplir quelques missions tout seul. Donc vraiment, en comics, c'est noir sur blanc ce que je viens de vous dire. Mhm. Donc pendant un temps, le second docteur vit dans la vie de la haute société comme une célébrité basée à Londres. Je pense qu'ils ont un petit peu pris au mot le fait qu'il était connu sur Terre, dans le Carlton Grange Hotel. Il voyage à travers la Terre, il répond à des appels à l'hôtel avec un soldat d'unit. Et un jour, à peu près aux alentours de Spearhead from Space, euh, c'est une célébrité qui apparaît dans un panel de Explain My Mystery. C'est un jeu télévisé, donc explique ton mystère. Et en gros, il y a un mec qui l'appelle, il lui demande d'expliquer son mystère et il sait pas. Et du coup, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais en gros, je crois qu'il se barre de l'émission. Il arrive dans la campagne rurale anglaise. Je pense que c'est peut-être pour enquêter, c'est peut-être ça. Hein. Et en fait, il y a des scarecrows. Alors, scarecrows, c'est comment déjà? C'est des hommes de paille? Épouvantail. Des épouvantails, voilà. Qui sont animés par les seigneurs du temps eux-mêmes, qui le capturent et le forcent à se régénérer. Et alors, il l'envoie dans le Tardis pour un dernier voyage, laissant le lecteur à croire que quand le docteur arrivera, il tombera du Tardis, comme c'est montré. Et donc, ça nous amène avec... En fait, ça implique que cette histoire est vraiment juste avant Spearhead from Space, la première histoire du troisième docteur, qui s'appelle The Night Walkers. D'ailleurs, il y a une petite image que je pourrais peut-être montrer sur le podcast illustré, dans lequel en fait on peut voir la tête du second docteur devenir plus longue, puisque la tête de John Pertwee est plus longue. En fait, c'est le second docteur, mais avec une tête longue. Donc c'est un peu David Johnson, quoi. Ensuite, Spirit from Space, événement que l'on ne spoilera pas. Mais sachez qu'il y a un petit élément dans cet épisode qui peut faire penser que la saison 6 a bel et bien eu lieu. Je pense qu'on en reparlera quand on parlera d'anecdotes de cet épisode. Mhm. Donc j'en parlerai pas, je pense qu'on en reparlera à ce moment-là. J'essaierai d'y penser. Et maintenant, on a quoi d'autre en paramédia? Et bien, vous vous souvenez dans le podcast sur Mindrobber, quand je vous parlais de Future Imperfect, cette petite nouvelle avec Gulliver, jouée par le même acteur qui joue le premier Time Lord dans The War Games. Et dans la saison 14, il rejouera un Time Lord. Et je me souviens que Nopoman me disait saison 10 dans le podcast sur Mindrobber. Et en fait, non. C'était saison 12. Non, saison 13. Même saison 13. Puisque c'est l'épisode qui s'appelle The Deadly Assassin, avec le grand retour du maître. Mhm. Dans ce deuxième épisode, ce Time Lord s'appelle Goth, G-O-T-H. Et ces Time Lords ne sont pas explicitement différents dans la série. En tout cas, il n'a pas de nom dans la première épisode. Du coup, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin d'expliquer que ce sont deux Time Lords différents, en fait. Voilà. Que ce sont deux mêmes Time Lords. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, puisque le premier n'a pas de nom, le deuxième s'appelle Goth. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Voilà, dans l'histoire, le docteur est incapable de remettre la main sur sa flûte. Non, l'instrument de musique. C'est important ça. Et il ne s'est pas régénéré en femme. Voilà. Enfin bref, il cherche sa flûte et donc réentre mentalement dans la Land of Fiction pour la retrouver. Ouais, bon, niveau excuse, on n'est plus à ça près. Et là, il recroise Gulliver. Sauf qu'il finit par parler avec des phrases que Dane Swift n'a jamais écrites dans Les Voyages de Gulliver. Puisque si vous vous souvenez, c'est le principe du personnage. Et donc, Gulliver est révélé pour n'être autre que Goth, ou le Time Lord qui l'a jugé. Et il lui dit que les Time Lords ont besoin de lui, et les Time Lords l'envoient vivre les aventures de The Three Doctors. J'aime pas trop cette. Je trouve ça plus puissant si c'était vraiment Gulliver que de dire qu'en fait c'est un Time Lord qui joue Gulliver. Mais bon. Ouais, je suis d'accord. Future Imperfect, c'est vraiment une petite nouvelle qui veut expliquer que les trois personnages sont un seul et même personnage, et qui veut rattacher à The Three Doctors, qui d'ailleurs, du coup, fait en sorte que ça peut se décaler de la saison 6B, très simplement. Et puis en plus, c'est pas très logique, puisque du coup, il utilise sa flûte dans The Invasion, mais du coup, il est censé l'avoir perdu dans The Mindrobber. Bref, c'est un peu illogique. Bref, c'est pas très grave. Ah, ok. C'est Bobby. Voilà.
Allez, je vais faire une petite parenthèse, mais je vous en avais déjà parlé dans le podcast sur The Tomb of the Cybermen, et Likan nous en avait reparlé dans The Invasion, un comics publié dans un Doctor Who magazine qui s'appelle The World Shapers. Un comics qui raconte entre autres que Marinus, Mondas et la planète 14 ne sont qu'une seule et même planète, donc les planètes des Cybermen, et qui montre le 6ème Docteur retrouver Jamie 40 ans après les événements de The War Games et dans sa vision des choses. C'est le comics de Grant Morrison ? Je crois. D'accord. Sauf que Jamie se souvient des événements. Il a donc été enfermé dans un asile de fous parce qu'il racontait avoir visité les étoiles, la lune, et il repart donc en habitude avec le docteur. Je vous dis que Jamie finirait dans un asile de fous. Et je ne vous raconte pas la fin de The World Shapers, elle est assez triste. Mais là où je voulais en venir, c'est sur l'explication des souvenirs de Jamie, qui est toute différente. Parce que le docteur l'aurait entraîné à résister à l'effacement mental des Time Lords, mais pour moi ça a encore moins de sens que le reste, parce que il n'a pas le temps en fait. Et avant il lui en parle pas, il connaît pas les Time Lords, donc ça perd de son sens. Mais pas grave pour la cohérence, on dira que c'était pas vrai. Après tout, pour leurs souvenirs, c'est pas hyper grave, parce qu'on peut trouver des audios dans la gamme Companion Chronicles chez Big Finish, dans lequel Jamie et Zoé retrouvent des bribes de leurs souvenirs, de leur aventure passée, un peu comme Donna avec le docteur. Pour moi, c'est le même principe, sauf que eux, ça les tue pas de s'en rappeler, et juste après, ils s'en rappellent plus. Voilà, fin de parenthèse, revenons sur la saison 6B. Pour finir en beauté, je pourrais vous parler du jeu Destiny of the Doctors qui serait supposé se passer à cette époque. Mais je vais plutôt vous parler de 2 livres de la gamme BBC Past Doctors Adventures, Players and World Game. 2 livres qui datent respectivement de 1999 et 2005, alors que le truc de la saison 6B n'était réellement resté qu'une théorie. À ce moment, Terrence Dick, on a beaucoup parlé, qui a écrit beaucoup d'épisodes pour la série, décide de mettre la saison 6B en action, en la mettant en scène dans par exemple World Game. Cette dernière, en fait, dit au lecteur qu'à la fin de War Games, le docteur entre en association avec la CIA, Celestial Intelligence Agency, et fait sa première aventure dans cette condition. Donc vraiment, Terrence Dick a activé, a officialisé dans les BBC Past Doctors Adventures la saison 6B. Voilà, maintenant c'est fait, c'est officiel, c'est en nous. Terrence Dick en plus, c'est pas n'importe quel nom, quoi. Donc voilà, on a la première nouvelle, la première histoire, World Game, on aurait la dernière, de Nightwalkers, le comics, et on aurait tout un tas qui se passe entre les épisodes de la série, les comics, les potentielles nouvelles. Et donc, en faisant ça, on a vraiment une saison 6B inscrite sur le papier. C'est une théorie de fan qui finalement est plus ou moins officielle. Du coup, pour conclure, la saison 6B, c'est bien plus qu'une théorie avec le temps. Elle a carrément été mise en place par des scénaristes professionnels et on distingue 3 époques. Le docteur qui voyage seul, impossible avant The War Games donc, que l'on peut voir dans des comics publiés pendant The Space Pirates, mais c'est aussi le cas de notre cher épisode de Five Doctors, ou de nos 2 livres écrits par Terrence Dick pour réellement introduire de manière claire la saison 6B. Deuxième époque, le docteur et Jamie voyagent ensemble mais seuls, mais ont des actions impossibles entre Fury from the Deep et Will in Space, telles que rencontrer les quarks. Ce qu'on peut voir des comics diffusés en même temps que The War Games, mais époque qui serait également celle de l'épisode télé de Two Doctors. Troisième époque, le docteur est en exil sur Terre, certainement la dernière époque, comme on peut le voir dans les comics publiés après The War Games. Voilà. Je pense que là, j'ai vraiment bien expliqué ce que c'était que la saison 6B. Je pense que j'ai fini. Voilà. C'est excellent. On va pouvoir passer à nos avis sur la série et nous allons commencer par Dark Jacket. Super. Alors, qui va essayer de faire court quand même, parce qu'on est quand même à plus d'1 heure d'enregistrement. c'est cruel, c'est cruel. Pour moi, c'est simplement une des meilleures histoires qui a été faite dans Doctor Who tout court. Ouais. Alors, on va commencer par les défauts. Il y en a 1 ou 2, effectivement. Bon, je compte pas l'accent français. Voilà, ça c'est pas, on n'en parle pas. C'est un détail. C'est un détail. Ouais, les allers-retours. C'est vrai que comme j'en parlais, c'est un poncif de Doctor Who. Ça va pas C'était dire. un poncif à l'époque. C'était classique dans la série d'avoir des allers-retours. Ça permet de minimiser les frais de déplacement. Ça permet d'avoir une continuité aussi dans l'espace, qui était importante au théâtre à l'époque, enfin qui était importante au théâtre et qui
se retrouvaient encore dans les premiers shows télévisés. C'est un défaut. Le second défaut, c'est que ça aurait mérité plus d'épisodes en fait. Il y a tellement de choses. Je sais pas. Non, mais c'est qu'il y a tellement de choses qui sont jetées en fait comme ça au fur et à mesure sans être approfondies. Ouais, tu trouves. Ok. Ouais, je trouve. Ouais, okay. J'ai les balls de le dire, oui. En fait, c'est une histoire qui aurait pu durer une saison entière. Alors, peut-être que 40 épisodes quand même. Oui, ok. Non, je parle d'une saison actuelle entière, en fait. Ah oui, donc 12, 13, d'accord. Okay. Ouais, quelque chose comme ça. Avec des épisodes un peu plus longs. Pour moi, c'est une très bonne histoire. Comment dire? Pour moi, il y a l'émotion, il y a l'épique, il y a aussi, je trouve que ça une des régénérations qui m'a le plus déchiré le cœur. Ouais, tu m'étonnes. Beaucoup plus que Tennant. Je trouve que, et jusqu'à la dernière seconde, on y croit qu'ils vont réussir à s'en aller, qu'ils vont réussir à s'évader. Ouais, les suppliques du docteur, le fait qu'il veuille protéger ses compagnons jusqu'au bout. Il y a tout ça et l'interprétation des acteurs qui pourtant ont été épuisés. Fraser Hines, celui qui joue Jamie, voulait s'en aller une saison avant. Ouais. Il a été convaincu de rester. Donc, il y a tout ce côté épique, voilà, tous ces renvois à ce qui a déjà été fait, ces callbacks à tout ce qui a déjà été fait avant. Il y a le deuxième docteur, tout simplement, qui a été un monument, qui a lancé tellement de choses dans la série. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, on l'avait déjà vu, mais des acteurs black, des acteurs, enfin c'était en France, c'est quoi, c'est les années 70-80 pour avoir des acteurs black à la télé. Non mais je suis d'accord, hein, c'est bien de voir un acteur noir qui joue a un rôle, qui est pas un rôle juste caricatural, mais qui a vraiment un rôle important, qui est un développement de personnage. Il a une personnalité, puisque techniquement il joue un soldat rebelle, et il est clairement dit que c'est des gens un peu individualistes, clairement. Et c'est vrai que je remarque que soit il le joue bien, soit c'est bien écrit, soit les deux. Enfin, vrai, on remarque que. Et il a pas mal de lignes de dialogue. Enfin, c'est quand même pas. Il a une personnalité, ce personnage. Voilà. Donc moi j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai un peu pleuré à la fin parce que voilà, j'étais. Le deuxième docteur, je crois que c'est une des premières histoires. Je crois que c'est Underwater Money, c'est ma première histoire où j'ai travaillé dans la team. En 2011. D'accord. 2011, quelque chose comme ça. Donc ça a clôturé 8 ans d'aventure avec le deuxième docteur. Ça reste mon docteur préféré actuellement. Après, je vais mettre un peu les New Doctor Who à part et la classique à part parce que c'est plus du tout les mêmes histoires en fait. Je sais, je suis très long. Mais wow. T'inquiète, c'est pas grave. Et voilà, mais je trouve que The Wargame est une réussite. Je trouve que les acteurs ont été exceptionnels, de bout en bout. Le War Chief était assez impressionnant. Son regard, pour moi, me perturbe encore maintenant. Sa barbe impeccable. Franchement, une barbe impeccable comme ça, on l'a pas vu souvent. Il faudra attendre Delgado et le maître pour retrouver une barbe aussi impeccable. Ah, j'ai cru que tu parlais d'un charisme. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Non, on parle pas du charisme. Je vais pas blasphémer, mais je parle de la barbe. La barbe, on est d'accord. Non, mais justement, j'étais d'accord avec toi. Je dis, ouais, Delgado, charisme, ouais, c'est clair. Non, mais je trouve qu'il a, voilà, j'aurais aimé voir plus. C'est comme le moine, hein, le Time Meddler, c'est des personnages que j'aurais aimé revoir plus à l'écran. Pas dans les audios du 8ème Docteur. Bisous. Non, à l'écran, j'ai bien dit. Je comprends, moi aussi. Ouais. Je suis fan d'histoire, donc le fait que de bout en bout, on parle d'histoire et de périodes historiques, j'ai adoré. Pareil, c'est très souvent sous-estimé, mais la série est putain de féministe. Ouais. Et on a régressé après, c'est assez incroyable. Bah, avant que Moffat nous dise, le premier docteur, il est sexiste. Pardon. C'est le deuxième docteur. Le deuxième docteur se démarque pas mal, je trouve, avec Zoé notamment, puis Lady Jennifer, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Qui est quand même un personnage féminin qui est assez bien écrit, assez bien indépendant, qui a sa propre histoire et sa propre trajectoire. Oui, et encore un passage où on lui dit de pas faire un truc, et elle dit bah pourquoi, parce que je suis une femme, etc. Enfin, voilà. Bon, finalement elle le fait pas. Mais... Et au moins dans le scénario, il n'y a pas une explication, enfin il n'y a pas une morale en mode bah tu vois, t'aurais pas dû le faire, les hommes avaient raison, tu vois, il n'y a pas contrairement à The Invasion. 69 la Wargames 69. D'accord, 69, même pas 15 ans que les femmes en France ont le droit de vote, juste pour resituer. C'est 15 ans, c'est la vie d'une jeune voilà, fille. juste pour resituer ce genre de choses en fait. Donc pour moi, je vais conclure là quand même, mais pour moi,
C'était une histoire de Doctor Who que j'attendais dans les classiques. Ouais. J'en ai pas préféré avant, j'en ai pas préféré après. Et Pour un l'instant. bon 15 sur 10. Parce que tu n'as pas tout vu aussi. Oui, j'ai pas donné. Un bon 15 sur 10. D'accord. Oh 15 sur 10. Ça s'arrête à 10, mon cher. 15. Bon, je 15 sur 10. mets 10 alors. 15. 10. Ok. Ok. L'aigle, à toi. À moi, je trouve que c'est un tour de force. 10 épisodes, c'est un tour de force. Tenir une histoire aussi bien rythmée, aussi bien écrite, aussi bien. À côté de ça, par exemple, on a Daleks Masterplan qui dure 12 épisodes, qui lui s'enfonce complètement dans la longueur, dans le on sait pas quoi raconter. Et c'est ennuyeux, quoi. C'est clairement ennuyeux. Il y a The Invasion aussi qui est un peu critiqué par certaines personnes pour sa longueur. Moi, c'est pas mon cas. Mais donc, du coup, The Wargame, c'est la preuve concrète qu'on peut faire un épisode très long de 10 épisodes et faire un excellentissime épisode. Même peut-être un épisode parfait. Bonne histoire. Sans le français. Non, mais c'est vrai qu'il y a des défauts. Bonne histoire, intéressante, émouvante. La mythologie, l'apport à la mythologie. Voilà. La fin de toute une époque, de plusieurs même, en totale apothéose. Ça pose un point de départ pour la suite de la série, c'est un tournant incroyable. On s'ennuie jamais, on est vite captivé, on veut savoir qui est qui, comment ils se connaissent, ce qu'ils font là, ce qui va leur arriver. Plus ça avance, plus on est pris. Moi, j'ai pas été pris par les allers-retours. Pour moi, ça m'a pas gêné. Puis cette fin, j'ai à nouveau l'impression de pas finir Second Docteur. Puisqu'avec la team, j'ai tout regardé, j'ai tout revu. En fait, j'ai fait un premier visionnage, j'étais déjà très triste la première fois que j'ai vu le Second Docteur partir, mais c'est vrai qu'avec vous, avec la team, que j'ai rejoint maintenant il y a un petit peu plus de 2 ans, avec les podcasts, c'est vrai qu'on a refait un voyage à travers ça. J'ai l'impression de tout refinir, que je ne le reverrai à nouveau plus jamais. Voilà, et il y a le côté émotionnel qui va avec. Allez, quelques petits points négatifs, puisque vraiment, c'est... Non. Tout en a. J'ai vraiment du mal à trouver des points faibles, du coup je vais dire des trucs qui sont un cahier des charges, des points négatifs de Doctor Who à cette époque, mais quand même. Les combats sont très peu inspirés. C'est vraiment toujours les mêmes mouvements faibles et mous auxquels on ne croit pas. Sauf quand c'est le fils de Trouton de 19 ans qui s'y met, là on sent la vitesse d'un coup, hein, j'ai remarqué. Le français c'est un détail, moi j'en parle pas. Hein. Les décors en plastique avec des boutons qui s'enfoncent même pas dans les trous. Ou des bouts de plastique qui font genre c'est des circuits de haute technologie incroyables. Allez, ça. Ouais. Mais je mets une note. Et alors, je tiens à vous dire que la note que je mets, en fait, c'est une note que j'ai remarqué en moyenne. Hein, je le fais pas exprès. C'est juste en moyenne, je note je mets cette note quasiment une fois par décennie. Je mets 10 sur 10. Ce qui est quand même une note inférieure à celle de Dark Jacket. Non, je vais compter pour 10. Hein. Non, mais je plaisante. Ok, bon, eh bien, à moi, donc comme d'habitude, encore une fois, il y a juste des points que vous avez mentionnés. L'aspect, pour moi, un des gros avantages, c'est l'aspect mythologique. C'est généralement ce qui m'attire dans les fictions, c'est ça, c'est le sentiment de faire partie qu'une histoire fait partie d'un grand tout. Ouais. Et là, c'est la première fois qu'on a, c'est pas juste évoqué, c'est vraiment là on rentre dans le vif du sujet. En fait, on se sert de plein de bribes, vraiment. De plein de bribes qui étaient déjà un petit peu mythologiques et on le regroupe. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu. Énormément de personnages et pourtant ils ont tous une utilité. On arrive à savoir qui ils sont et ça c'est vraiment un tour de force, comme dirait quelqu'un. Et en point négatif, moi comme je l'ai déjà mentionné, c'est le problème des allers-retours pour moi. Le docteur qui se fait capturer, qui se libère, qui se fait capturer, au bout d'un moment, ok, c'était pas forcément utile. Scénario Power Rangers. Faire un tout petit peu plus court. Du coup, moi, je ne donne pas 10 sur 10. D'accord. Parce que je suis comme ça, je mets 9 sur 10. Parce que moi, contrairement à vous, j'ai pas eu cette émotion du départ. Et ça a moins fonctionné sur moi que sur vous. Donc, je ne me permets pas de mettre la note. Eh bien, écoute, tu as ma démission. Hein, voilà. Du coup, ça nous fait une moyenne de 9,67. Ok, je ne pose même pas la question, c'est la meilleure note de toute la saison et toute la série. Cet épisode est décrété meilleur épisode de toute la série depuis Tomb of the Cybermen. Je peux quand même essayer de donner un top 5. Allez. Vas-y, donne-moi Top un 5 depuis Tomb of the Cybermen. 5e épisode, Tomb of the Cybermen. Numéro 4, Web of Fear.
Noboman qui tremble. Numéro 3, Enemy of the World. Numéro 2, The Mind Robber. Mind Robber. Voilà. Ok. Et numéro 1, The War Games. Et dans la saison, numéro 5, c'est The Seeds of Death. Numéro 4, c'est The Invasion. Numéro 3, c'est The Dominators. Numéro 2, c'est The Mind Robber. Et numéro 1, c'est The War Games. Ça se tient aussi. Enfin, un top 5 sur cette histoire, bon. C'est-à-dire qu'il y en a juste 2 qui sont derrière, quoi. J'ai pas entendu, j'ai pas compris en fait. Il y a que cette histoire, il y a que 7 histoires dans cette saison. Il y a que 7 histoires. Donc faire un top 5. Oui. Bon, c'est... Oui, bon, un top 3 si tu veux. The Dominators, The Mind Robber et The War Games. Ok. Alors, quelque chose à ajouter ? Non, je ne crois pas. Ok. Alors, pour conclure, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, sur Facebook et sur notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez des pouces verts, des étoiles sur iTunes et des commentaires et vous permettrez peut-être de faire gagner la partie. On se retrouve pour le prochain épisode du Weeblycast et en attendant, n'oubliez pas... What's happened? What's happened? The time has come for you to change your appearance, Doctor, and begin your exile. Is this some sort of joke? No, I refuse to be treated in... What are you doing? Oh, stop! You're making me giddy. No! You can't do this to me!